Bonjour, je suis Jean-Pierre Madère, je suis musicien, auteur-compositeur, interprète et je suis ravi évidemment de faire cette interview avec Radio People. Bonjour Jean-Pierre, au Macumba, elle danse tous les soirs, très bien. Est-ce que ça se résume à ça? Est-ce que des fois c'est pas un peu frustrant que pour, on va dire, certaines personnes du grand public, on dise « Ah Jean-Pierre Madère, mais je me souviens, Macumba » et plus rien derrière? Voilà, alors c'est un peu erroné dans la mesure où avant Macumba il y a eu quand même Disparu, qui a été le premier succès en 84, après il y a eu ce fameux Macumba, après il y a eu Un pied devant l'autre, après il y a eu des collaborations avec Françoise Hardy, dont le fameux En résumé, en conclusion, qui a été un très très gros tube en France en tout cas. Et puis après il y a eu une période où je me suis effacé un peu, où il y a eu une période un peu plus délicate, où là j'ai eu la chance, grâce à mes talents de musicien, d'arrangeur, de pouvoir travailler avec des gens différents. Je pense à Philippe Léotard, à Bernard Lavilliers, à Michel Fugain, à Serge Reggiani, voilà. Et j'ai pu comme ça me mouvoir dans les métiers de la musique avec toujours autant de passion, autant d'envie, juste au moment où, dans ces fameuses années 2000, le téléphone ressonne, on me reparle de ces fameuses années 80. Je ne savais pas que ça allait s'appeler comme ça. Et du coup, je deviens évidemment l'un des piliers de la tournée et Star 80. Et je suis très content de participer à ça, grâce à Macumba, parce que ça me permet aussi de retrouver mes enfants, parce que c'est moi qui ai écrit les chansons. C'est des bébés que j'avais laissés un peu dans la nature. Et maintenant, je les accompagne, ils ne m'appartiennent plus, mais ils ont grandi. Et voilà, je chante ces chansons pour le plaisir de beaucoup de gens et aussi me faire plaisir à moi. Et petit détail un peu personnel, j'ai eu la chance d'être papa sur le tard, et si j'avais pas fait cette tournée et tout ça, je crois que ma fille m'aurait jamais vu chanter. Jamais sur scène, et ça c'est magnifique. Oui, c'est magnifique parce que quand on m'a rappelé, elle venait juste de naître, et tout d'un coup, elle a suivi son papa dans le bus de la tournée, on a fait le Stade de France, on a fait plein de concerts ensemble à Paris, à Toulouse, un peu à droite, à gauche, et elle a vu son papa au moins vivre de sa passion, faire ce qu'il aimait. Je pense que pour la construction d'un enfant, c'est génial de voir son père faire ce qu'il aime, quoi. Quand tu étais petit garçon, c'était quoi le rêve d'enfant? Quand tu étais dans ton lit le soir, tu regardais le plafond, tu te disais quand je serai grand, je serai quoi? Je voulais être Beatles, je voulais être le 5e Beatles, je voulais évidemment appartenir, faire de la musique. Moi j'étais fan des Beatles, des Rolling Stones, etc. Ma mère m'avait offert mon premier 45 tours en 68, je m'en souviens, c'était Hey Jude, avec l'électrophone. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai eu un coup de cœur pour la musique anglaise. J'ai travaillé l'été d'après, j'ai pu m'acheter une guitare basse. J'ai pris des cours de guitare basse, je suis devenu un bassiste, etc. J'ai pu après jouer dans un groupe avec Francis Cabrel qui chantait, qui s'appelait Les Gaulois. Après, j'ai pu être musicien de studio. J'ai rencontré Jean-Louis, le leader d'Image, qui était batteur. On travaillait tous les deux ensemble. Et ça a donné naissance. En 84 a disparu. Et lui, un an après, au Démon de minuit. La musique à ce moment-là, dans cette période-là, c'est plus comme maintenant. Ça n'a plus rien à voir. Est-ce que c'était mieux avant pour un débutant, pour quelqu'un qui voulait se lancer, ou bien aujourd'hui avec les outils informatiques, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes comme YouTube, où en fait on fait tout chez soi sans avoir beaucoup d'argent forcément pour se mettre le pied à l'étrier? Est-ce que c'est plus confortable? Moi, ça m'intéresse ton analyse de ça. Oui, alors je suis un peu partagé, moi, parce que à la fois c'est vrai qu'il y a une démocratisation. On peut faire aujourd'hui dans sa chambre ce qu'à l'époque on ne faisait pas, mais d'un autre côté, il faut reconnaître que la musique est tellement partout avec le streaming qu'on ne sait plus trop quoi écouter ou regarder. Et donc du coup j'ai l'impression qu'il y a une offre qui est incroyable et une demande qui s'est rarifiée. On le voit maintenant, moi je vois ma fille comme elle écoute la musique aujourd'hui, elle écoute 30 secondes d'un titre, elle passe à un autre, il n'y a plus de l'attente. Moi je m'en souviens, j'ai passé des périodes où j'attendais le nouveau disque d'eux. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est très rare, à part 4-5 noms. Hein. Mais à part ça, donc je sais pas, je me demande, il y a du plus parce que ça permet à tout le monde de faire de la musique aujourd'hui, avec des petits logiciels, comme Machine, il y a des logiciels géniaux où on peut faire vraiment des tas de choses très très vite. Mais est-ce que ça donne envie à des gens de faire des chansons structurées? J'en sais rien. Est-ce que ça donne envie des gens de... Comment ils vont vivre de la musique avec des SACEM qui sont compliqués, avec des droits d'auteur qui sont plus ou moins dans les tuyaux maintenant de l'Internet, où le streaming n'a pas encore... L'argent numérique, en tout cas, n'a pas remplacé l'argent des disques physiques. Comment fait un jeune musicien aujourd'hui pour vivre? Ça, j'en sais trop rien. Le temps a changé. Avant, on achetait un album, on l'écoutait pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois et tout. Aujourd'hui, on écoute une chanson, c'est la nouvelle du moment. La semaine suivante, elle est déjà dépassée parce que c'est déjà une vieille. Enfin, par rapport, si on fait un grand écart, cette notion de temps
de consommation, on est devenu une société de consommation, aussi pour la musique, aussi pour les chansons. Bien sûr, complètement. Et puis alors je vais dire, la musique a changé de rôle. C'est-à-dire qu'à une époque, la musique avait un effet sociologique. C'est-à-dire tout d'un coup, on écoutait de la musique comme les Beatles, les Stones, pendant la guerre du Vietnam, etc. Il y avait vraiment une attente et elle portait un message. Alors qu'aujourd'hui, la musique est devenue un effet de décoration, ce qui est peut-être normal aussi. Voilà. Mais c'est vrai que la musique de mon époque avait un sens, en tout cas, c'était un compagnon de vie. Moi, à l'époque, je vivais grâce à la musique, avec la musique, elle m'accompagnait. Des artistes me parlaient de Bob Dylan, me parlait de Tommy Tillery, j'allais voir ce que c'était. David Bowie me parlait de Jean Genet, je regardais quel était cet auteur dont parlait David Bowie. Il y avait une vraie, quelque chose, la musique incarnait un compagnon de vie. Aujourd'hui, je pense que c'est juste de la décoration, c'est quelque chose voilà, qui est très bien fait, mais qui n'a pas la même portée sociologique. Quand on voit qu'aujourd'hui, les meilleures ventes, pour parler de la France, puisque oui. Voilà, le pays qui t'occupe, oui. Pour parler de la France, si on voit les 10 meilleures ventes de disques aujourd'hui, il y a les 9 premiers titres, c'est du R&B ou c'est du rap et autres. Enfin, voilà. C'est de la musique urbaine, hip-hop. Voilà, ouais. C'est marrant parce que c'est des noms, moi je sais pas, moi j'ai des amis qui écoutent de la musique encore évidemment, mais je suis sûr que si je leur montre les meilleures ventes, ils connaissent aucun nom de ces meilleures ventes. Voilà. Moi je fais un effort parce que je suis musicien pour écouter, savoir un peu ce que c'est. Mais alors que je vois, moi, la plupart des copains, par exemple, quand ils ont vu les nominés aux victoires de la musique, même de la tournée de Star 80, ils ne savent pas qui c'est. C'est quand même incroyable aujourd'hui de se dire que des musiciens qui quand même ont fait pas mal de choses ne savent même plus ce qui se passe réellement et vice-versa. Est-ce qu'on a l'impression que c'est allé un peu trop vite, puis que maintenant on est un peu perdu? Puis c'est aussi pour ça qu'on se retourne un peu dans les discothèques, sur scène, avec des tournées années 80, oui. Où on se dit, mais tiens, cette chanson-là, mon enfant, mes parents écoutaient, j'ai écouté, mais je la connais, même si on a un style musical aujourd'hui qu'on apprécie différemment, mais c'est aussi ça, il y a un peu un revival aussi, parce qu'en ce temps-là, on avait le temps d'aimer une chanson pendant des années, alors voilà. Que maintenant c'est un peu différent. Oui, elle accompagne la vie des gens, c'est ce qui nous... C'est qui fait que Star 80 aujourd'hui, cette tournée, ou des chansons comme Macumba, Voyage, Voyage, Les démons de minuit, etc. Pourquoi? Parce que des gens ont vécu des souvenirs de vie avec nous, et tout d'un coup, on a accompagné la vie des gens, et tout d'un coup, plusieurs générations vont se retrouver, parce qu'ils ont eu des fêtes de famille, parce qu'il y a eu des premières communions, parce qu'il y a eu des baptêmes, il y a eu des moments de joie, des moments plus difficiles, et cette musique est un peu la bande-son de leur vie. Et c'est vrai qu'on a encore cette chance, nous, là, d'avoir un public très très jeune, un public un peu plus âgé. On arrive, comme Indochine d'ailleurs, à faire 4 générations, nous. Dans Star 80, il y a 4 générations, moi je vois à peu près. Hein. Donc c'est quand même incroyable. Et puis c'est devenu le cadeau de Noël. Par exemple, moi je vois beaucoup de gens qui offrent des places à leurs parents et ils y vont ensemble. C'est-à-dire c'est l'un des rares spectacles où on peut se retrouver sans être ridicule, à inviter ses parents et voilà, et faire la fête sur... Parce que c'est des morceaux quand même, il faut dire que la particularité de cette musique des années 80, c'est la première fois qu'il y a eu autant de titres qui ont été numéro 1 dans des discothèques et qui ont été autant dansés. C'est-à-dire qu'on était devant toutes les anglo-saxons, je pense à Frankie Goes to Hollywood, à Dépêche Mode, etc. Et donc du coup ça a été une musique qui s'est dansée. Et donc rien n'est plus fort que la danse, c'est ce que dit Goldman, mais c'est vrai, ces chansons pour les pieds. Mais c'est vrai que ces chansons sont restées parce qu'on peut faire la fête dessus, c'est des musiques rythmées, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de très très festif qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres musiques. C'est pour ça qu'on est resté, on n'a pas été remplacé dans le festif avec du fond. Et puis à ce moment-là, on se connaît, parce qu'il n'y a pas 500 millions d'artistes qui font des productions et autres, non, voilà. On est une équipe, on va dire, enfin, et tout le monde se connaît, parce que tout le monde se croise forcément, autant les radios, les plateaux télé ou les scènes. Nous, la tournée Star 80, on va dire que c'est la réunion de tous ceux qui ont eu du succès à cette époque et des grands tubes, je pense à Julie Pietri, à Lio, à François Feldman, à Émilie Image, à Cookie Dingler, etc., bon, Patrick Hernandez. Voilà. Ce qui est bien, c'est quand tu cites une liste de noms comme ça, tout de suite, on les connaît tous. On se dit pas, tiens, il raconte quoi, le gars, il parle de qui ses potes, voilà, on les connaît pas. Voilà. C'est ça qui est génial. Et à part des gens comme Mylène Farmer, qui est devenue une immense star, ou Étienne Dao, qui fait des choses dans des salles plus intimistes et plus rock, on peut dire qu'on a fait le tour de la Galaxie 80, on a réuni la Galaxie 80, à part 2-3 noms, évidemment, qui font autre chose, ou Jean-Jacques qui a complètement arrêté, Goldman, la musique pour l'instant. Donc voilà, donc c'est une sorte de dream team, et c'est vrai que c'est formidable de partir en tournée ensemble, de vivre encore des moments privilégiés,
Et écoute, c'est vraiment une joie incroyable. Comment ça se fait que, par exemple, toi, Macumba, je dirais, elle te colle à la peau, on dirait que c'est écrit sur le front, enfin, alors qu'il y a toute une carrière, il y a d'autres titres, il y a des albums, il y a des choses comme ça. C'est pas gênant. Ça c'est pas gênant pour toi. Non, enfin, voilà, non, parce que c'est un peu réducteur évidemment, mais à la fois c'est tellement bien d'avoir une chanson qui soit restée et qui incarne quelque chose. Tu sais, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire aussi. Donc cette chanson, elle est comme ça, elle vous marque au fer rouge. Même il y a des artistes d'aujourd'hui, Calogero, ça peut être tu vois, un apesanteur aussi. Hein. Ouais. Donc le premier tube, il vous marque au fer rouge. Moi je crois que c'est... Regarde Patrick Hernandez qui a fait des tas de choses intéressantes, des duos avec Georges Ben, avec des Brésiliens, tout ça. Si on lui enlève Born to Be Alive, voilà, il y a... Voilà, on en revient toujours à Born to Be Alive. Et je crois qu'au lieu de le freiner, je crois qu'il vaut mieux l'accepter. C'est la meilleure façon, je crois, de vivre avec un super succès, c'est de se dire, après tout, oui, ben, c'est moi qui l'ai écrit, j'avais qu'à pas le faire. Aujourd'hui, on a des artistes qui sont très forts, qui font de la belle musique, mais c'est de la musique de studio. On ne les voit pas vraiment sur scène, il ne faut pas vraiment tourner, ça a disparu. La scène, le live, d'être face à un vrai public, c'est pour ça qu'on fait ce métier, quand on est Jean-Pierre Madère. Oui, en tout cas aujourd'hui, oui, peut-être dans les années 80, ça se faisait moins, parce que c'était une période où il y avait beaucoup d'émissions de télé, beaucoup de radio FM, tout ça, donc on était occupé quand même beaucoup à faire de la promotion, puis on faisait 3-4 titres par an, donc on a enchaîné sans arrêt. Mais aujourd'hui, c'est marrant de voir que c'est la scène à toute notre génération qui nous a sauvés. C'est-à-dire du moment où on a décidé de venir rechanter ces chansons, le faire bien avec des bons musiciens, de se mettre un peu en danger, c'est à ce moment-là que les gens sont revenus nous voir. Donc ça veut dire que pour des jeunes musiciens qui nous regardent, jamais rien n'est fini dans ce métier. Il faut savoir à un moment donné rebondir. Et quand vous avez la chance d'avoir une balle qui se passe devant vous, il faut taper dans le ballon parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous, si on n'avait pas accepté de faire ces 4 premiers concerts il y a 14 ans, tu vois, bon, qui ne payaient pas de mine, bon, on s'est dit, allez, on le fait, c'est sympa, on verra bien. Ben, heureusement qu'on l'a fait parce que ces 4 concerts, à notre grand étonnement, ont été tous complets, après avoir fait un passage chez Michel Drucker. Tout d'un coup, il y a eu une tournée au printemps qui s'est montée, où on a rempli toutes les salles de France, et depuis 13 ans, on est sur les routes, c'est comme disaient les Anglais, une non-ending tour. C'est-à-dire ça ne s'arrêtera jamais, il faudra qu'on s'arrête un jour, parce que l'âge va nous pousser à s'arrêter. Tant qu'on est en forme, qu'on a envie de faire plaisir aux gens, qu'on n'est pas blasé, qu'on est gentil, qu'on a envie de faire plaisir. Moi, je vais souvent aux barrières, voir les gens qui attendent dans le froid. Moi, je prends 5 minutes pour aller les voir et je ne suis pas le seul. C'est important de faire ça bien, le mieux possible, vraiment. Comment, cite-moi quelques moments, quelques endroits ou quelques moments particuliers de ta carrière où tu as eu des immenses joies, des immenses bonheurs. Oh, alors, il y en a plein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu ce premier Olympia que j'ai fait moi tout seul en 87, qui était une sorte de couronnement un peu de tout ce travail en studio que j'avais fait, de toute cette expérience passée, puis tout d'un coup, grâce à Macumba, un pied devant l'autre, tout ça, Outsider, tout ça, j'arrive à faire l'Olympia. Donc ça c'est formidable de se voir un jour sur le ponton Olympia. Le fameux nom là, inscrit. Après il y a eu des moments, par exemple avec un vieux copain musicien, on était en 84 dans une voiture toute pourrie autour d'un jardin à Toulouse, et je lui disais, tu vois, là je sors mon premier disque disparu, on écoutait la radio et le présentateur dit, voilà, un morceau génial, Jeanne Masse, toute première fois, alors évidemment c'était avec les claviers de Moussou Mara, somptueux, j'étais là, je disais, tu vois, si je pouvais passer après, et tout d'un coup, dans cette radio, qui était Radio Monte Carlo, c'était important à l'époque, pour nous, le deuxième coup de cœur de l'été, c'est un Toulousain, Jean-Pierre Madère, disparu, là on a ouvert toutes les vitres, on a gueulé, on aurait dit 2 fous autour du rond-point dans cette vieille 4L. Des moments extraordinaires, ça. Oui, parce qu'on les vit avec des gens, on s'entend, la première fois qu'on s'entend à la radio, pour un musicien, c'est comme la première fois quand tu es petit que tu vois la mer, c'est immense, quoi. La consécration, la passion, c'est aussi ça qui guide au fur et à mesure des années, la passion. Oui, parce que franchement... Parce qu'il y a des moments plus compliqués, il y a des traversées un peu du désert, il y a eu des moments où... Moi j'ai eu des moments très compliqués, bon, j'ai eu des moments où le téléphone n'a pas sonné chez moi pendant 3-4 ans, il faut avoir les nerfs solides. Mais j'en parlais, tu sais, quand on a fait le film avec des acteurs comme Anconina et Tim Seat, c'est marrant de voir que le monde du cinéma, c'est le monde du silence. Des gens comme Anconina, il me disait des fois, il a attendu des années que le téléphone sonne. Pareil, la musique, à un moment donné, tout d'un coup, tout le monde t'appelle, et tout d'un coup, plus personne t'appelle.
Et ça, il faut avoir un mental incroyable pour le vivre, il faut être bien entouré. C'est un moment où je recommençais une vie amoureuse, affective, etc. Donc peut-être ça m'a aidé évidemment à tenir le coup, mais à la fin des années 80, on peut pas, je ne recevais plus aucun coup de fil. J'avais l'impression que voilà, ce qui avait été à la mode, comme toutes les choses à la mode, se démode. Et là, j'étais dans une espèce de tourbillon un peu négatif que j'ai réussi à couper avec ses réalisations, en travaillant avec Michel Fugain, avec Bernard Lavilliers, en faisant un peu autre chose. Et tout d'un coup, le téléphone a ressonné naturellement à un moment donné, où j'étais plus serein, plus voilà. Et j'avais envie, en fait, de revenir à ces chansons-là que j'ai pas chantées pendant 10 ans. On parle de ces collaborations, oui. C'est important aussi. On ne fait pas de la musique tout seul dans son coin et puis on la livre comme ça, non. Il y a des rencontres, oui. il y a des collaborations qui sont importantes. Ça oui, bah, par exemple Michel Fugain, moi j'étais très fan quand j'étais petit, le fait qu'il m'appelle pour l'aider à finir un album qui s'appelait Plus ça va, je suis allé chez lui, on écoutait évidemment ses maquettes, je lui ai conseillé de changer tel refrain, ça peut-être tu devrais le mettre là. Bah, tout d'un coup on rentre dans une intimité avec un grand artiste et c'est formidable. Quand Bernard Lavilliers, je l'ai vu sortir de sa mallette sur la musique qu'on avait faite ensemble, ses lunettes, et se mettre à écrire. On est quand même, ou des fois j'ai fait des choses avec Claude Nougaro puisque j'habite Toulouse. Il est venu enregistrer une voix pour un disque d'un copain. Quand il est derrière le micro, que je lui dis bon voyons, on fait un essai de son, voyons pour le compresseur, je te règle. Vous avez Nougaro derrière la vitre quand même. Hein. Ou quand j'ai fait l'album de Reggiani, Michel Piccoli est venu faire une voix parlée. Bonjour monsieur, bonjour jeune homme, c'est monsieur Michel Piccoli quand même. C'est magnifique. Voilà, il y a quand même des belles rencontres, quoi. Serge Reggiani, c'est un moment, c'est quand même un grand monsieur, quoi. Oui. Johnny Hallyday, juste pour citer Johnny, oui. Cette longévité de carrière, je veux dire, c'est ça aujourd'hui. Il n'y aura plus comme ça. Enfin, je veux dire, un espèce de monstre sacré pendant autant de temps. Non, parce que c'est quelqu'un qui a tout donné pour son public, pour la France, pour ce qu'il a aimé, ce qu'il incarne. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ferait tous ces sacrifices, parce qu'il a toujours, Jean-Philippe Smet a toujours été Johnny Hallyday. Et ça, je crois qu'il y a très peu d'artistes, on le voit avec Goldman. Goldman a su tirer sa révérence au bon moment, alors que Johnny est allé jusqu'au bout, c'est un cheval fou, quoi. Je crois qu'il n'y aura plus de cheval fou comme ça, je pense pas. C'est assez admirable, ça. C'est admirable parce qu'il a tout donné, tout donné aux gens. Il a eu évidemment des récompenses évidemment humaines et chaleureuses, mais c'est un fou furieux, et des fous furieux aujourd'hui, il y en aura de moins en moins malheureusement. Et je pense que quelqu'un comme Johnny Hallyday, malheureusement, il n'y en aura plus. On a l'impression que ces années 80, ces chanteurs des années 80, on est un peu dans le passé, on est un peu passéiste par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'ils changent et tout. Est-ce que tu as l'impression que tu es quand même né à la bonne époque, au bon moment, dans le bon timing? Ou bien si c'était à choisir, on ne peut jamais le choisir. Oui. Non mais tu vois, tu te dirais, bah, tiens, 20 ans plus tard, je serais arrivé, ça aurait donné des choses, je sais pas, les réseaux sociaux, les choses, non? Non, moi je ne regrette pas, je referai les choses à peu près comme je les ai faites. Une époque où j'aurais adoré être meilleur musicien et j'avais 5 ans de moins, c'est vraiment les années 70 avec les Beatles, les Stones, les Who, tous ces groupes mythiques que j'ai adorés, les Paul Naref, les gens comme ça, la pop française, etc. Là, ce que tu dis, c'est qu'il y aurait eu plus de succès peut-être en étant plus musicien que chanteur. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, je pense que j'aurais eu vraiment une carrière de musicien incroyable. Dans les années 70, mais j'étais trop jeune et j'ai démarré la musique tard, puisque je la démarre en 74. Donc c'est voilà, et je me prépare à vivre les années 80. Non, mais je crois que les années 80 me correspondaient, d'abord parce que je suis quelqu'un de festif, je suis quelqu'un qui aimait la nuit, je suis quelqu'un qui sortait, qui allait beaucoup en club à Toulouse et au Palace à Paris, donc j'étais quelqu'un un peu de la nuit. Donc les années 80 m'ont correspondu. Il y avait des nuits toulousaines. Non, parce que, alors attends, vu d'ici, on parle des nuits parisiennes, on parle de Saint-Tropez, on est d'accord, voilà, c'est le best. Ok, mais il y a des nuits toulousaines, raconte-moi un petit peu ça. Ah, mais la nuit toulousaine. Et les endroits, cite-moi des endroits, par exemple. Il y a la Mandigote, qui est le club, un peu c'est le Palace toulousain, qui est le club gay-friendly, mais où il y a les premiers disc jockeys, il y a, tu vois, tous les premiers maxi d'Italie qui arrivent, les premiers Dépêche Mode, il y a Le Pied à l'Île-en-Jourdain, qui est à côté de Toulouse, qui est une boîte un peu plus new wave, où j'entends pour la première fois Police, les Clash, tout ça. Tu vois, c'était, voilà, puis il y avait une faune, il y avait des filles incroyables, voilà. Et j'appartenais à ça. Il y a pas je pense pas qu'il y a un soir où je suis pas sorti, moi, à Toulouse dans les années 80. Ça n'existait pas, quoi. C'est fini, ça. C'est fini. Aujourd'hui, on sort. Une fille qui a 18 ans,
non, c'est fini, ils vont dans des endroits musicaux, il y a moins de permissivité, la société est plus anxiogène, ça coûte beaucoup plus cher aussi, c'est un peu plus contrasté. Même mais c'est dommage ça, franchement, dommage, on est d'accord. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, on le voit dans la sexualité de tous ces jeunes, ce sida, bon, le préservatif, etc. Et c'est un bien, il faut se préserver évidemment, mais voilà, c'est pas la même époque, quoi. Nous, on était dans une époque... Plus d'insouciance, plus de fun. Où on pouvait s'en sortir avec très très peu d'argent, ce qu'aujourd'hui n'est pas le cas. Où le gars qui avait un diplôme, ben, il allait travailler un moment ou un autre, aujourd'hui c'est plus le cas. Il y avait des nouvelles figures qui arrivaient comme Coluche, comme Desproges, qui avaient un humour corrosif. Nos limites. Il y avait nos limites à l'époque qui aujourd'hui est complètement impossible, on le voit. Aujourd'hui, en 2019, c'est quoi Jean-Pierre Madère? L'avenir, la suite, qu'est-ce qui comment? Parce qu'alors, excuse-moi, mais tu as une forme éblouissante, tu as un style magnifique, mais je veux dire, tu es en pleine forme, comme un jeune premier. Voilà, on va essayer de bien vieillir. Non, là, je vais rattaquer 50 concerts avec Star 80. On démarre la semaine prochaine à Chambéry. Donc Chambéry, etc. Et ensuite, il y a une bonne nouvelle, nous venons à Sion, le 14 juillet. Donc nous revenons... Pour Sion sur les étoiles? À Sion sur les étoiles, qui nous ont redemandé de revenir, ça a été un souvenir... C'est génial, puisqu'on est passé après Sting. Et pour moi, passer après Sting, c'est quand même la classe. Donc on revient cet été, on va faire le Stade de France, évidemment, au mois de mai, le 18. Et voilà, c'est un gros planning de concerts cette année encore. Après, on va discuter de ce qu'on fait l'année prochaine en 2020. On sera en 2020. 2020, Et on verra peut-être plus de petites salles. Peut-être on aimerait s'installer au Casino de Paris, peut-être pendant une quinzaine de jours à Paris. Faire peut-être quelque chose de plus humain, on va voir. On est en train d'en parler. La Suisse, on est en Suisse, ici à la Chaux-de-Fonds. Tu vas chanter ce soir. Alors, oui, parle-moi de la Suisse, c'est quoi? C'est quel pays? C'est quoi la Suisse pour toi? C'est comme un peu la Belgique, moi. C'est deux pays que j'adore, où j'ai toujours eu l'impression d'avoir été bien compris dans ce que je faisais. Moi, je suis venu souvent. Dernièrement, je suis venu au MAD faire un I Love 80. À Lausanne, oui, bien sûr. Avec Igor, qui est un DJ absolument incroyable. Igor Blasca, Ah, j'adore. Très très intelligent, voilà. Là, c'est vrai qu'on est venu à Martigny avec la tournée. On a fait 2 jours à Martigny. On vient souvent à l'Arena. Moi, j'ai des copains qui se sont installés autour du lac. Bon, voilà, c'est... Il y a un public suisse, on dit il y a un public français, il y a un public suisse qui a un état d'esprit, on sent une petite différence quand même. Absolument, oui, absolument. Parle-moi de cette petite différence alors. Écoute, la Suisse, je dirais que c'est les femmes. Écoute, franchement, je crois qu'il y a de quoi dans le public, quand je chante là, avec mes copains des années 80, on s'est dit, en Suisse, c'est là où il y a les plus, je te jure, c'est là où il y a les plus jolies filles en tout cas. Par rapport à la France, des fois on regarde les premiers rangs, on dit ouais, bon. Mais par contre en Suisse, je sais pas comment ça se fait, mais il n'y a que des jolies nanas. Il y a des belles femmes en Suisse. Et là, c'est quand même. Ça va le faire. C'est plaisant quand même. C'est extraordinaire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, Jean-Pierre, et puis on se réjouit de te voir sur scène ici, dans une patinoire, ah oui, cher ami. ami. C'est formidable. Et dans une patinoire, parce qu'on parle de scène, on parle de salle de spectacle, très bien. Ce soir, patinoire de la Chaux-de-Fonds. Et coup d'envoi du match, et d'un 100e anniversaire, puisque pour le club est né en 1919. Et donc 100 ans de hockey dans une ville comme ça, moi j'ai des copains qui connaissaient, qui sont fans de hockey. Et quand j'ai dit que je venais à la Chaux-de-Fonds, ils disaient « Oh, tu vas voir l'équipe de hockey ?» J'ai dit oui, tu me ramènes des maillots, des trucs. Bon, ils sont à fond, quoi. Et tu vas chanter sur la patinoire. Et je vais chanter sur la patinoire. Juste avant le match. C'est la première fois que je le ferai. Et ça, c'est extraordinaire. Ben oui, merci beaucoup, Jean-Pierre. Et merci pour tout. Ne change rien, tu as tout magnifique et tout extraordinaire. Et tu es adorable. Merci beaucoup. Plein succès, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.